Voilà, alors nous allons commencer. Donc, bonjour. Ravi de vous accueillir dans cette conférence sur le reporting. Avant de faire un petit peu les présentations de notre table ronde, je voudrais déjà rappeler quelques éléments concernant le reporting qui ont leur importance sur le sujet d'aujourd'hui, de notre thème d'atelier. Donc il faut se rappeler que dans les années 80, 80% de l'information qui était publiée était évidemment publiée sous format papier. Et en même temps, cette information, elle était donc à 80% purement financière et donc n'intéressait en priorité que les actionnaires. Donc c'était une communication envers les actionnaires. Donc ensuite, le concept de reporting a évolué. Il a évolué parce qu'il y a eu un élargissement, on va dire, des parties prenantes intéressées, et que les gouvernements régulateurs, évidemment, sont devenus de plus en plus intéressés par le reporting, les investisseurs et les places de marché, et évidemment les industries, à la fois les entreprises, clients, fournisseurs, et puis les fédérations professionnelles. Et puis les acteurs de la société se sont mobilisés donc, pour un besoin de transparence. Donc le reporting sert les attentes des parties prenantes sur cette question de transparence pour partager, on va dire, des actions, des engagements, et aussi pour permettre de démontrer effectivement finalement la performance de l'entreprise. Donc aujourd'hui, en 2020, plus de 80% de l'information qui est produite dans les rapports concerne le capital immatériel, donc l'extra-financier. Donc ces nouvelles attentes de parties prenantes, finalement, on peut y répondre plus facilement aujourd'hui avec l'émergence des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies... Donc, on va vous détailler un petit peu finalement tout le bienfait des nouvelles technologies et en même temps comment elles permettent de répondre aux attentes de parties prenantes. Mais je dirais ces nouveaux supports vont permettre d'élargir évidemment la cible. On sait bien qu'un rapport papier est très peu lu. Et il y a une statistique qui dit qu'effectivement le nombre de lecteurs d'un rapport papier est inférieur au nombre de pages du même rapport. Donc ça vous dit effectivement que si on met en comparaison les efforts qui sont mis en place pour éditer un rapport papier, on voit bien que finalement le retour n'est pas à la hauteur. Donc les nouvelles technologies vont permettre d'ouvrir la cible, de rendre plus adaptable le reporting, d'améliorer la lecture, et on va le voir de quelle manière. Et puis, évidemment, ce qui est important, c'est de suivre l'audience et la traçabilité. Donc, concernant les intervenants de cette conférence, et là, maintenant, je vais bouger. Alors, nous avons... moi, je suis Dolores Larocque, donc j'ai créé le cabinet Materiality Reporting en 2013. Nous sommes spécialistes en stratégie, reporting RSE et valorisation du reporting. Donc à la fois, on va dire par exemple, je suis évaluatrice technique pour le COFRAC pour auditer les OTI, mais en même temps, je suis certifiée sur le reporting, GRI Data Partner, et donc on a plusieurs effectivement certifications concernant le reporting. Thomas donc, interviendra, il travaille avec moi, mais il est sur la partie digitale parce que notre cabinet a une vocation d'être à la fois hybride sur la RSE, sur la dimension experte et sur le digital. Vincent donc, Vartel également, donc, en fait nous sommes dans un écosystème bureau, donc nous travaillons ensemble. En même temps, Vincent est aussi associé de Materiality Reporting et est directeur de Easy. Donc Easy va vous présenter un petit peu son concept, qui est un concept très innovant. Et puis nous avons également le plaisir d'accueillir Catherine Papillon. Donc veux-tu te présenter, Catherine ? Oui, bonjour. Donc, je suis
suis Catherine Papillon, je suis directrice développement durable et RSE de BNP Paribas Real Estate. Alors peut-être que je vais vous expliquer qui est BNP Paribas Real Estate, vous ne connaissez peut-être pas tous. On est en fait une filiale du groupe bancaire BNP Paribas et sommes une filiale de services immobiliers. On a en fait 6 activités, 6 métiers complémentaires qui couvrent l'ensemble de vie d'un bien immobilier. C'est-à-dire qu'on conçoit des immeubles de bureaux, de logements, on les commercialise, mais on commercialise également des hôtels, des e-commerce, des plateformes logistiques. On est expert immobilier, on donne la valeur d'un bien ou d'un portefeuille immobilier. On est property manager, c'est-à-dire qu'on gère des bâtiments de bureaux ou des restaurants d'entreprise pour le compte d'investisseurs, enfin de propriétaires et de grandes entreprises. Et puis on a un métier de investment management, c'est-à-dire que l'on crée et on gère des fonds immobiliers pour le compte de tiers en fait. Voilà. Et donc nous sommes aujourd'hui 5400 collaborateurs en Europe, parce que notre terrain de jeu c'est vraiment l'Europe, acteur européen, donc des services immobiliers. Voilà, avec 36 implantations, dont 16 en direct en Europe. Merci Catherine. Alors, comme je vous disais, notre materiality reporting est vraiment, je dirais, sur 2 axes. Le reporting ESG, donc effectivement l'extra-financier, et le digital. Et c'est important parce que le digital va aider, soutenir les efforts stratégiques en matière de RSE et justement en termes d'atteinte des cibles, donc des parties prenantes. Je vous passe rapidement ce slide, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, on est engagé, certifié à la fois en responsabilité sociétale et sur le numérique. Et nous sommes une jeune entreprise innovante depuis 7 ans. Alors, l'information extra-financière. Alors, j'ai extrait une phrase d'un rapport qui a été publié l'année dernière par M. Decambourg et qui était une commande du ministère sur cette question de l'information extra-financière. Donc ce rapport pousse vers la digitalisation. Pourquoi ? Parce que l'information extra-financière doit être fidèle, pertinente pour les investisseurs et les autres parties prenantes, compréhensible, comparable, vérifiable, produite à temps et connectée à l'information financière. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que des rapports, des publications d'entreprises, que ce soit des documents d'enregistrement universel, anciennement documents de référence, ou des DPEF, on a des documents qui sont très denses. Et très denses parce que, je dirais, il est demandé beaucoup d'informations aux émetteurs. Donc il y a beaucoup d'informations et cette information n'est pas toujours vraiment comprise, accessible. D'ailleurs, les investisseurs aujourd'hui disent qu'ils ne comprennent pas du tout le reporting, je dirais, publié par les entreprises. Ils ne le comprennent pas parce qu'il n'est pas normalisé, en fait. Chacun fait un peu à sa façon. Alors, les parties prenantes du reporting, les parties prenantes internes, bien sûr, sont les parties prenantes qui utilisent ce reporting à des fins, on va dire, d'engagement pour soutenir le développement de l'entreprise. L'objectif, c'est évidemment la pérennité du modèle d'affaires. Donc, les parties prenantes sont actives sur le reporting. On a les partenaires économiques. Donc, les partenaires économiques, eux, ils veulent effectivement la solidité, toujours la pérennité du modèle d'affaires. Mais ils veulent vérifier les informations si elles répondent à leurs attentes en matière de partage d'objectifs. Alors les régulateurs, c'est de la conformité, et les influenceurs sociétaux, eux, effectivement, ils veulent de l'engagement. Souvent, le reporting pour les entreprises se résume finalement à la partie régulateur, la conformité, et finalement les autres cibles, parties externes ou internes, sont pas vraiment, on va dire, on ne capitalise pas sur le reporting pour communiquer avec ces parties prenantes. Alors, il y a 10 bonnes raisons de s'engager en faveur du reporting si vous ne l'avez pas déjà fait. Bon, en général, c'est le suivi réglementaire qui pousse à s'engager. Mais je dirais que c'est un processus qui permet de piloter. Donc, de piloter une démarche RSE, c'est-à-dire qu'on va pouvoir anticiper les risques,
pouvoir travailler sur l'image et la réputation, notamment peut-être auprès des collaborateurs. Ça permet de définir de nouvelles ambitions et puis la fidélisation à la fois des collaborateurs mais aussi des clients. Donc la transparence est évidemment très utile. L'attrait des investisseurs. Nous avons des clients pour lesquels on travaille sur cette question du reporting à la demande de leurs investisseurs, des apporteurs de capitaux, qui leur demandent un reporting ESG solide. Et donc, on travaille avec eux pour effectivement le rendre robuste. L'efficacité opérationnelle, vous le savez très bien, que le fait de se poser des questions, challenger, se fixer des objectifs, finalement, on remet en question l'organisation interne et on pousse à l'efficacité. C'est un levier de différenciation sur le marché. Et puis, in fine, bien sûr, on cherche l'acceptabilité sociale, puisqu'on travaille dans des territoires, on est en contact donc avec les acteurs donc de la société, et par là même, il faut être accepté, reconnu. Alors, rapidement, pour vous dire, sur les 4 dernières années, un bond très important en matière de dispositifs pour le reporting. Alors, on l'appellera ESG, puisque, effectivement, je dirais, le reporting ESG, c'est le reporting, les critères qui intéressent les investisseurs, mais qui sont liés à la RSE, qui est la responsabilité des entreprises, évidemment, à mettre en œuvre une démarche de développement durable. Donc, on a surtout les gouvernements qui poussent à la régulation, bien sûr, ils poussent à la régulation. Et puis, vous avez de plus en plus, quand même, les acteurs financiers, les évaluateurs, et puis les places boursières. Et puis, vous avez aussi dans les industries les acteurs qui vont pousser. Et puis après, vous avez les ONG qui peuvent pousser. Mais c'est de plus en plus une démarche obligatoire et de moins en moins une démarche volontaire. Et vous pouvez voir rapidement le déploiement des dispositifs dans le monde, à la fois existants. Et je peux vous dire qu'il y a 10 ans, ce n'était pas ça. Et donc là, de plus en plus, la carte devient verte. Elle devient verte sur plusieurs continents. Alors, nous avions publié en 2018 un ensemble de tendances du reporting, à savoir, comme je vous le disais, à la fois le reporting très normalisé, parce qu'on veut la comparabilité, mais en même temps la transparence, la pertinence avec les études de matérialité, sectorielle, parce que de plus en plus, c'est par, je dirais, les critères, les enjeux se définissent par grandes industries. Il est de plus en plus intégré stratégique, puisque avec le modèle de reporting intégré, on va combiner, et pas combiner, on va intégrer le financier et l'extra-financier dans une même approche. Il est de plus en plus, bien sûr, avec l'urgence climatique, climato-engagé, mais il doit être aussi éthique et humaniste pour respecter effectivement le bien-être social. Et puis, il est de plus en plus créateur de valeur, pas uniquement dans l'entreprise, dans l'environnement, mais auprès des parties prenantes et de la société civile. Et la tendance, donc la 9e tendance, est le fait qu'il devient de plus en plus digital, et c'est notre propos d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, quels sont les défis du reporting ESG ? Donc ça, c'est évidemment un retour d'expérience de plusieurs clients avec lesquels nous travaillons, d'observation, parce qu'on fait on fait beaucoup d'études sur le sujet. De toute façon, aujourd'hui, il existe une normalisation et harmonisation faible. C'est-à-dire, vous prenez tous les rapports des entreprises, on va dire qu'ils sont tous différents, plus ou moins. C'est pas toujours au même endroit qu'on trouve les informations. Donc c'est assez difficile pour un investisseur, par exemple, d'aller chercher les informations, puisque, je dirais, c'est pas forcément très codifié. Il existe des référentiels, oui, mais ces référentiels sont plus ou moins adaptés et c'est pas toujours, on va dire, fait de manière finalement puriste par rapport aux recommandations même des référentiels. En plus, le défi du reporting dans les entreprises, c'est sa complexité aujourd'hui. Parce qu'il faut publier beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations, pourquoi ? Parce qu'il y a des évaluateurs derrière qui ne se contentent pas d'une petite phrase, qui veulent des éléments de preuve, des indicateurs, etc. Ça entraîne une certaine lourdeur, lenteur, c'est très chronophage dans les entreprises. Donc c'est vrai que c'est souvent un sujet difficile dans les entreprises.
En même temps, on n'est pas dans une approche encore financière des choses, c'est-à-dire c'est quelquefois faiblement vérifié et la qualité des données peut être aussi interrogée. Les entreprises peuvent manquer de ressources et d'outils dédiés, hein, puisque bon, quand on veut gérer la complexité, il faut aussi les moyens pour le faire. Et puis, ça, quelquefois dans l'entreprise, on peut observer un manque de clarté des responsabilités stratégiques dans l'entreprise. Un exemple, les risques. Selon les entreprises, quelquefois, on ne sait pas à quel niveau sont gérés les risques extra-financiers. Ils peuvent être gérés par une direction des risques, mais pas d'une manière, on va dire, complètement, on va dire, approfondie, puisque ce n'est pas tout à fait leur métier, l'extra-financier. Donc, on a quelquefois dans les entreprises un petit peu des absences, finalement, de clarté d'organigramme qui font que certaines responsabilités finalement qui relèvent du reporting ne sont pas donc très bien portées. Alors, il y a aussi dans l'entreprise, on va dire, une poignée d'experts, on va le dire, et puis après, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le reporting. Et donc, ils ont des difficultés à en comprendre les enjeux et à en comprendre la portée et l'intérêt. Et donc ça, c'est quand même un frein aussi, parce que ça ne permet pas d'établir un dialogue même dans l'entreprise avec certaines directions de l'entreprise. Et puis, il y a encore aujourd'hui un manque de coordination d'investissement responsable. C'est encore une notion qui se définit. Et donc là, ça peut paraître très très flou pour certains, alors que c'est essentiel, l'investissement responsable. Je passe la parole à Thomas, puisque maintenant on va passer justement sur cette digitalisation, et il va donc continuer la présentation. Au passage, bonjour à toutes et à tous. Donc, une des premières étapes là, sur laquelle on va traiter, c'est la notion aujourd'hui d'un passage vers, via, entre autres choses, une directive européenne, vers le standard XBRL ici, qui a été un mot valise pas mal utilisé. Aujourd'hui, ce standard, c'est le concept de produire une information qui soit taxonomiée, donc qui utilise la même structure pour toutes les organisations, et de le transmettre à des machines. Donc aujourd'hui, de pouvoir traiter de l'information à haut volume, selon le même format pour toutes les organisations, et bien entendu, cela nous vient de la finance. Il se trouve que ce standard a eu une proposition équivalente par la GRI lors de la version G4, donc d'un format uniformisé de transmission des indicateurs par les entreprises et qui n'est pas encore, qui n'a pas été particulièrement adopté, même si des groupes de travail continuent de plancher là-dessus. Ce tournant-là, il est important parce qu'il est souvent peu compréhensible et peu palpable pour les parties prenantes, puisque c'est un format qui n'est pas destiné à la lecture humaine à l'origine. Elle est là pour être traitée et ensuite potentiellement avoir des notifications ou des informations qui soient traitées par des machines. Sur des évolutions de technologie, cette fois-ci à destination de nos yeux, principalement, on peut avoir cette approche relativement historique depuis le papier, jusqu'à l'EPUB, donc la publication numérique, le livre numérique, en passant par le PDF, qui est encore aujourd'hui, en tout cas chez nous, le format de publication majoritaire, et bien entendu le web aussi, ce dont je viens de vous parler, le XBRL n'est jamais qu'une variante, mais pas destinée aux êtres humains. La question qui se pose fondamentalement pour nous, et donc pas que pour nous, je pense que si on se pose ces questions-là, c'est que nous faisons les mêmes constats aujourd'hui, c'est que le numérique n'est pas une réponse à lui-même. Nous ne venons pas nous demander pourquoi n'avons-nous pas numérisé les processus alors qu'ils devraient l'être. Le numérique, aujourd'hui, est considéré comme une réponse possible, parmi d'autres aussi, à des problématiques qui viennent du fait principal que de plus en plus de parties prenantes sont exposées au reporting. Chaque partie prenante peut avoir des demandes différentes, et lorsque l'on augmente le nombre de lecteurs, on va augmenter les besoins. Aujourd'hui, les challenges du numérique restent le fait d'avoir en particulier cette lisibilité pour tous, que l'on a traduit ici à travers la traduction, le fait de pouvoir utiliser la langue native et non pas se contenter de l'anglais si international qu'il soit, mais aussi de considérer les personnes en situation de handicap
via les outils d'accessibilité. Et aujourd'hui, une des grosses parties qui peut naître du fait que l'on souhaite adresser d'autres publics qu'uniquement les investisseurs et les régulateurs est aujourd'hui de s'emparer de la notion de viralité du message du reporting, qui malheureusement bien souvent ne revient que lors de crises où l'on soulève que ça n'a pas été traité par une organisation, mais l'on peut s'en emparer dès la conception du message en décidant d'adopter un format qui soit utilisable par des parties prenantes qui ne soient pas particulièrement expertes et qui soient fondamentalement partageables et qui peuvent être extraites. On a choisi de présenter globalement, je ne vais pas revenir sur chacun, ce serait extrêmement long, à quelques processus et surtout quelques problématiques. Une fois de plus, je me répète, nous ne venons pas répondre par le numérique, toujours. Nous avons été confrontés, en particulier dans le cas d'études de matérialité, à la problématique d'accéder à un maximum de parties prenantes et d'en interroger un maximum en prenant en compte leur typologie spécifique. C'est la raison pour laquelle on a utilisé des plateformes de questionnaires massifs en ligne. On reviendra spécifiquement sur 2 points, et vous aurez l'occasion avec les autres interlocuteurs d'aujourd'hui d'avoir 2 points spécifiques. La formation et l'information aux collaborateurs en partant du reporting, qui est une notion très importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le reporting est aussi destiné aux collaborateurs et doit avoir un usage interne en dehors de se satisfaire d'avoir collecté les informations. Et aujourd'hui, le fait de rendre accessibles les informations du reporting et de vérifier cela. La finalité ne s'arrête pas au moment où un reporting est publié, mais aujourd'hui, est-ce que l'on questionne un reporting une fois publié, la pertinence des sujets, le lectorat, l'intérêt de l'audience, et donc le lien entre l'intérêt que peut présenter une stratégie d'organisation et son reporting, et le comportement de l'audience, des lecteurs, face au reporting. C'est ainsi que nous intervenons en tant que professionnels du numérique pour pouvoir apporter un regard, une expertise, parfois commencer par dire que nous ne sommes pas les plus adaptés, et ça arrive bien souvent, mais apporter une expertise face aux problématiques exprimées directement et ne pas répondre, une fois de plus, par les mots outils ou solutions qui ne font que démontrer des problèmes. Je vais laisser la parole à Catherine qui va vous parler de son expérience vis-à-vis de son propre reporting. On est ici sur un reporting en ligne, donc multilingue, adressé à l'ensemble des parties prenantes du groupe BNP Paribas Real Estate. Merci. Juste un petit élément de contexte pour vous expliquer à quel moment on a commencé à réfléchir à notre plateforme de reporting en ligne. La direction de développement durable RSE de BNP Paribas Real Estate a été créée en 2016. Donc quand on avait déjà des préoccupations et des engagements compte tenu de nos activités sur tous les sujets développement durable et environnementaux et sociaux. Mais la volonté de la direction générale était de définir une stratégie qui embarque l'ensemble de nos métiers, l'ensemble de nos pays, l'ensemble de nos fonctions, avec une stratégie définie, des engagements clairs et des objectifs à atteindre. Donc on a travaillé d'ailleurs avec Materiality Reporting pour réaliser notre matrice de matérialité suite à la consultation de plus de 6500 parties prenantes clés en Europe. Et ensuite on a défini nos engagements, 12 engagements, et puis des indicateurs de performance, enfin des indicateurs avec des objectifs pour mesurer notre performance. Et tout de suite, très vite dans la réflexion est venu le sujet de mais comment est-ce qu'on reporte ? Alors nous, on n'est pas tenu chez BNP Paribas Real Estate de faire un rapport RSE, puisque étant filiale de BNP Paribas, nous contribuons au rapport financier et RSE, maintenant qui est compilé, du groupe. Donc nous n'avions pas cette obligation-là. Donc c'était plutôt une situation sympathique. Il n'y avait pas cette pression au moment où il fallait tout créer, la stratégie, embarquer tout le monde sur les sujets, etc., d'avoir un reporting structuré. Néanmoins, on s'est dit ce serait bien quand même de se mettre dans l'exercice du reporting, pour nous challenger, 2, pour comprendre vraiment comment c'est structuré un reporting, parce que beaucoup de nos clients, eux, sont tenus de faire un reporting et nous demandent des comptes sur notre politique RSE, clients ou parties prenantes. Du coup, on s'est dit ce serait bien qu'on parle le même langage et qu'on comprenne leurs préoccupations, et c'est une manière pour nous de progresser. Donc, on a eu cette idée de faire ce reporting et on a eu l'opportunité de travailler sur cet outil qu'on a appelé plateforme de reporting RSE avec Materiality Reporting d'ailleurs, avec
ce qu'on voulait dans le cahier des charges qu'on a donné, il y avait 3 objectifs. Le premier, c'est certes se mettre dans les normes d'un reporting, répondre aux questions qui sont posées, ou en tout cas qui sont regardées par les gens qui auditent les rapports RSE. Donc on structure l'information comme ça. Mais on avait 2 autres objectifs qui étaient importants pour nous. Le deuxième, c'était que ce soit pour nos collaborateurs ou nos clients ou nos parties prenantes aussi un outil pédagogique. Parce que comme le disait Dolores tout à l'heure, souvent les rapports RSE, c'est pour des sachants, des gens dont c'est le métier, et c'est pas toujours très lisible et très accessible à tout le monde. Nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment embarquer nos collaborateurs, nos clients, nos parties prenantes sur ces sujets de reporting de RSE, donc avec un discours simple, pas compliqué, même pour les gens qui ne connaissent pas la RSE. Et puis, 3e objectif, c'était qu'on puisse pour mettre en musique nos engagements avec des exemples concrets de solutions, d'offres de services qu'on mettait en œuvre dans nos métiers. C'est-à-dire, c'est bien de dire, voilà, on a tel engagement, on fait ceci, on s'engage à faire cela, on mesure comme ça, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se traduit dans le quotidien pour nos clients, pour nos collaborateurs. Et donc, on avait ces trois niveaux, le côté reporting, le côté pédagogique et le côté discours de preuve et de transparence. Donc ça, c'était les objectifs. Donc on a travaillé, je pense, on a dû commencer en 2017 à réfléchir à ce sujet avec une toute petite équipe, puisqu'on était à l'époque, on était 2. Et donc on a mis un petit peu de temps parce qu'on a vraiment voulu faire cet outil ergonomique, facile d'accès, qui donne envie d'aller voir avec des informations suffisamment précises pour montrer que ce qu'on raconte était du concret et était vérifiable, mais pas trop long pour que voilà, les gens puissent, entre guillemets, zapper, mais avoir l'essentiel de l'info et la retenir et la comprendre. Donc on a mis un certain temps et on a lancé en fin avril 2019 notre plateforme, parce qu'il a fallu aussi créer tous les contenus, aller chercher toutes les infos partout. Et donc on l'a lancé en avril 2019, donc un peu plus d'1 an. Les bénéfices, moi, que je vois à cet outil, déjà, on le pressentait en travaillant dessus, mais après quasiment 9 mois, 10 mois d'utilisation. En fait, il y en a aussi 3. Le premier, c'est que c'est vraiment simple et efficace, dans le sens où dès qu'on a une information, une preuve, un best practice nouveau, une bonne pratique nouvelle, on peut l'intégrer sur notre plateforme et la mettre à jour immédiatement. Donc ce qui ne change pas, qui change une fois par an, c'est tous les indicateurs de performance et nos engagements. La stratégie ne change pas tous les ans. En revanche, elle change tous les ans, pardon. Et toutes les autres informations évoluent au moment où on a une nouvelle initiative, une nouvelle certification, un nouveau label. Voilà, des informations qui cautionnent et qui expliquent comment on met en œuvre nos engagements. Ça, c'est la première chose. Et donc, on le fait nous-mêmes en interne avec un outil d'administration très simple. C'est pas besoin d'avoir Bac plus 50 en informatique pour pouvoir le faire. C'est très simple. Le deuxième bénéfice, c'est que cet outil est au final devenu le lieu où toutes les informations communicables en externe comme en interne étaient regroupées de manière très simple mais très précise. Et donc qui pouvaient être utilisés aussi bien par nos collaborateurs qui ont besoin d'avoir une information sur telle ou telle thématique, ce qu'on faisait, comment on peut répondre à une question de client, mais également quand on répond aux questionnaires RSE de nos clients, il y en a de plus en plus qui nous arrivent, eh bien, on répond, on coche les cases, et dans le discours de preuve, enfin, on explique les choses, et dans le discours de preuve, on met le lien sur la page de la plateforme qui justifie que ce que l'on dit est réel. Et comme on alimente ces contenus régulièrement, c'est toujours à jour. Donc il n'y a pas besoin d'avoir stocké à différents endroits toute l'information à jour sur nos actions et nos engagements RSE. Et puis le troisième avantage, c'est que le fait de suivre, comme c'est un outil numérique digital, on peut suivre les fréquentations, ça nous donne des informations sur la fréquentation qui vient sur notre site, combien de personnes ont vu nos pages, combien de temps elles sont restées, plutôt sur quel site géographique, France ou Europe.
etc. Ça nous donne plein d'informations. Et sur le premier reporting qu'on a pu faire au bout de 8 mois, on s'est rendu compte qu'a priori, on avait une fréquentation qui avait l'air pas mal pour un outil qui était nouveau. On se fie à ce que nous disent nos experts. Je crois qu'on avait eu plus de 3000 vues en très peu de mois. On avait, je crois, un temps de plus de 3 minutes, presque 4 minutes par internaute sur nos pages. Et puis, on s'est rendu compte que, certes, le gros des visiteurs venaient de France, mais qu'il y en avait dans toute l'Europe. Et c'est bien notre cible. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'était de voir quelles sont les informations qui intéressent les visiteurs. Et ce qui intéresse les visiteurs, c'est, en premier, la stratégie. Dans la stratégie, c'est nos engagements et nos actions dans la responsabilité économique, sur toutes les thématiques de co-création avec nos parties prenantes. Et le deuxième, mais quasiment ex aequo, c'était dans notre engagement environnemental, c'est tout ce que l'on fait et tout ce que l'on dit sur notre politique environnementale et notamment comment on agit pour lutter contre le changement climatique. Donc ça, c'était intéressant. Après, on a vu aussi sur la partie sociale civique, ce qui intéressait, c'était beaucoup le bien-être à la fois des collaborateurs, mais des gens aussi qui sont sur les territoires dans lesquels on agit. Parce que quand vous faites un gros chantier, construction de chantier, tous les riverains, ça compte, sont souvent gênés. Donc on essaie de prendre en compte le bien-être des riverains pour faire le moins de nuisances possible. Et tout ça, en fait, ce sont des thématiques qui intéressent les internautes. Donc ça nous permet de nous dire, eh bien voilà, on sait que c'est ça qui est recherché, qui est attendu comme info, donc on va mettre l'accent sur les news ou les actualités sur ces thématiques-là. Voilà. Alors bon, vous pouvez y aller, je dirais, directement en ligne, puisque vous avez l'adresse des sites, tout est public. Donc, mais il y a 2 sites qu'on va vous montrer rapidement. Oui, on va pas y passer, mais vous aurez l'occasion. En premier lieu, donc reporting pour le groupe Orabank, une banque panafricaine. Je vous invite à y aller. Ici, on est sur une problématique particulière, de pouvoir donner une lecture transverse à la fois à travers l'architecture d'information donnée par l'entreprise, à travers les disclosures GRI, qui était une volonté, à travers les objectifs de développement durable, les cibles plutôt des objectifs de développement durable des Nations Unies, et enfin à travers BRVM, donc une structuration locale. Et le tout à travers chaque page, de pouvoir, un utilisateur qui est connaisseur de chacune de ces taxonomies, peut s'y retrouver. Ici pour BMCI, que Catherine connaît un petit peu aussi, toujours dans le groupe BNP Paribas, donc qui est la filiale du groupe BNP Paribas au Maroc, problématique entre autres. On en a beaucoup, mais la plus grosse problématique, c'était est-ce que vous êtes capable de produire par temps de crise sanitaire un reporting en 1 mois. Et aujourd'hui, ça fait partie aussi du fait de raccourcir les processus. Le tout étant disponible sur tous les supports numériques et en plus de ça, utilisable et mis à jour par le groupe lui-même. Ils sont en autonomie complète. Je vais très vite passer et laisser la parole à Vincent. Si je me permets de rappeler, j'ai oublié de le dire, c'est que aussi, donc on n'a pas de rapport imprimé, mais à partir de la plateforme, on peut à tout moment éditer un rapport PDF qui reprend tous les contenus et qui donc fait un rapport, c'est pour ceux qui veulent du papier, à l'instant T, à jour. Alors que quand vous le publiez une fois, les infos sont plus à jour 2 mois, 3 mois après. Là, vous avez cette possibilité-là, ce qui est pratique, parce qu'il y a encore des addicts au rapport papier. Pardon. Eh bien, nous allons parler. Bonjour à toutes et tous. On va aborder le dernier volet numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la facilité de lecture et surtout la simplicité et la façon de rendre les choses plus agréables à lire. Donc, on a effectivement repris une expression nouvelle en fait du rapport RSE de BNP Paribas Real Estate dans une forme de livre numérique enrichi, et pour montrer comment tous ces enrichissements peuvent satisfaire un grand nombre de publics différents, y compris des publics qui sont atteints de handicap, entre autres. Alors,
Nous, on a une plateforme de construction de livres électroniques enrichis. On est la première plateforme indépendante française de manuels scolaires numériques. Donc on est un des premiers producteurs des manuels numériques scolaires, avec qui la particularité, c'est d'intégrer un très très grand nombre d'enrichissements que vous connaissez, qui sont soit des audios, des vidéos, mais aussi des tas d'exercices pour les enfants, des tas de quiz, ce genre de choses. Donc notre outil, en fait, on l'a utilisé pour l'appliquer justement à une nouvelle lecture, une façon de lire, un nouveau rapport RSE, dans lequel on a essayé d'intégrer un grand nombre d'enrichissements différents. Alors, il faut que j'arrive... Alors ça, c'est une page exemple. Et je vais lancer... Donc là, en fait, peut-être Catherine, tu peux expliquer le contexte de cet e-pub que Vincent va vous montrer. Mais il y a un contexte particulier, hein, il faut déjà le rappeler. En fait, dans le développement de notre politique RSE, on a travaillé sur une thématique qui est la biodiversité urbaine, puisque voilà, on sait que la biodiversité a de nombreux bénéfices à la fois sur l'environnement, mais aussi sur le bien-être et l'acceptabilité de la vie urbaine de plus en plus dense. Donc on a travaillé avec nos métiers sur une politique spécifique biodiversité pour prendre en compte la biodiversité dans toutes nos activités et avec voilà, une politique qui a été définie fin d'année dernière. Et ce qu'on voulait faire, c'était mettre l'accent sur ces engagements spécifiques biodiversité, toujours avec le même objectif, faire savoir, faire de la pédagogie pour expliquer ce qu'est la biodiversité, en quoi ça a un impact sur... Nous, on a, acteurs de l'immobilier, on a un impact sur la biodiversité, et comment on fait en sorte d'avoir un impact positif sur la biodiversité. Donc, l'outil livre numérique e-pub nous paraissait un outil intéressant, puisqu'il permet, de manière toujours avec des images, des photos, des vidéos, du son, des quiz, des informations, du contenu écrit, de nourrir un petit peu les différentes cibles, qu'elles soient des personnes averties ou non averties sur les sujets de la biodiversité en milieu urbain. Et on trouvait que c'était quelque chose de plus simple que de faire juste une brochure ou une plaquette qui était figée et qu'on peut actualiser également en mettant plein de ressources derrière. Ça nous paraissait intéressant. Et comme on voulait focaliser sur nos engagements biodiversité, qui sont un des enjeux sur lesquels on travaille beaucoup, ça nous a permis de faire un focus assez riche sur le sujet. Voilà, alors, bon, l'illustration de ce genre de sujet, c'est qu'effectivement, on peut, par exemple... La biodiversité est avec le changement climatique, voilà, l'un des insérer un principaux certain enjeux nombre environnementaux d'audios de manière simple. Donc, c'est des audios qui sont préenregistrés. On peut aussi travailler sur de la génération automatique, ce qu'on appelle le text-to-speech sur des audios. Votre parcours de découverte comprend 3 étapes. Être. Cultiver votre on arrive, expertise en biodiversité. vous l'entendez, à des qualités de réalisation, de transformation du texte en audio de très bonne qualité. Suivre et rendre compte des progrès. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, ces systèmes-là sont évidemment multilingues. On va pouvoir très facilement à la fois générer des audios dans plusieurs langues, mais aussi faire de la traduction automatique de texte dans plusieurs langues. Sur, par exemple, ici des textes qui sont un petit peu plus compliqués. Alors, j'ai perdu ma souris, évidemment. Je sais plus du tout. Là. Au secours. Moi, je ne vois plus la souris. Ah oui, elle est passée là, impeccable. Voilà, pardon. Donc ce qu'on a vu par exemple ici, on a la possibilité de capturer des textes. Bon, en l'occurrence ici c'était un texte de loi. Ce texte de loi, effectivement, on va pouvoir par exemple y associer des toolbox qui permettent d'améliorer l'aspect lecture. Pour ceux qui connaissent un petit peu les difficultés des
des enfants ou des personnes qui auraient des difficultés de lecture comme la dyslexie ou la dyspraxie. On a des outils de transformation de ce genre de texte. Et effectivement, on l'augmente également pour l'ensemble des malvoyants avec une correspondance automatique des raccourcis clavier qui connaissent bien. Donc l'idée de transformation, c'est effectivement de capturer l'ensemble de l'information. Alors là, c'est pareil, il faut que j'arrive à fermer ça. Et je n'arrive pas à voir. Encore à droite. Il devrait mettre un écran de droite. Voilà, je ne sais plus où je suis. Ouais, ça y est, là voilà. Oui, alors quand on est musicien, on a un renvoi de son. Là, ce serait génial d'avoir un renvoi d'image. T'étais pas loin. Pas loin. Non, je peux faire celui-là. Est-ce que je vais y arriver? Hop, voilà. Bon, là, je peux continuer au clavier, c'est quand même plus simple. Alors, une façon d'illustrer, effectivement, c'est, je veux dire, tout peut être illustré de cette façon-là. Hein. Donc, on peut zoomer sur un certain nombre de textes. Les pop-ups sont évidemment mémorisés pour chaque utilisateur. Hein. Donc il peut y avoir pareil pour des illustrations d'images. On a dans la plupart des cas sur chacun des aspects que le rapport RSE veut mettre en avant, cette systématisation de rendre les textes qui soient écoutables de cette même façon. On a la possibilité évidemment d'insérer des vidéos, alors de façon de deux types, soit à travers une chaîne YouTube qui est rattachée à l'entreprise, donc là ce sont des liens externes, soit effectivement avec des vidéos embarquées. Donc je ne vais pas vous jouer. Donc là, l'intégralité effectivement de ces enrichissements ont été conçus donc, avec la plateforme, sont là en fonction des desiderata, de ce qu'on veut mettre en avant par rapport au public cible. Et donc on peut imaginer aussi des variantes de ces rapports RSE qui peuvent être dédiés à différents types de publics. Bon, là, on peut aussi télécharger. Bon, là, en l'occurrence, ici, là, sur le document à droite, on a un PDF qu'on peut télécharger. Donc, on peut insérer tout type de document, on peut insérer tout type d'enregistrement. On peut, alors j'avance un tout petit peu, on peut aussi faire participer voilà, les internautes, on va dire, puisque tout ça est accessible sur Internet avec des quiz en ligne. Voilà, qui vont pouvoir démarrer un certain nombre de questions, etc. Donc on va pouvoir lancer indépendamment. J'arrive. Encore une fois. C'est pas la peine de jouer. Non, c'est pas très... Je pense que... Ouais, on arrive On a des belles technologies, mais on est un peu limité par la technique de la salle. Donc, Puis j'ai une vue extrêmement réduite. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais. Okay. Donc, si tu la vois, tu peux me dire où elle est. Ton pointeur, il est en haut à droite. Il faut que tu ailles plus à droite. Doucement. Top, t'es là. Voilà. Donc toutes ces interactivités en fait sont des enrichissements que vous pouvez imaginer lors de la conception de la communication que vous voulez faire de votre rapport RSE. Voilà, je passe sur un certain nombre. Donc à chaque fois, vous avez une iconographie qui va vous aider à découvrir en fait ce qui se cache derrière chacun des éléments. Et là, ce sont par exemple les exemples de réalisation dont parlait Catherine Papillon tout à l'heure sur effectivement chacun des réalisations et des enjeux qui ont été mis en place dans ce rapport RSE, entre autres. Voilà. Donc voilà à quoi nous arrivons. Ces manuels, on va dire, ces rapports RSE enrichis
peuvent être également réalisées de manière multilingue. Les ressources qui sont insérées à l'intérieur, évidemment, de ces manuels peuvent être réutilisées dans la plupart des cas suivant différentes langues. Voilà, j'ai terminé Vincent. cette présentation. Donc, vous avez compris qu'en fait, je dirais, ces technologies qu'on utilise, qui sont nos propres technologies, je vous rappelle, parce que c'est quand même des développements qu'on a fait en interne dans nos deux sociétés, hein, sont par exemple la plateforme du reporting ou bien l'approche EPUB. Elles permettent effectivement de rendre les informations plus accessibles, plus lisibles, plus pertinentes, plus compréhensibles, et donc de pouvoir élargir les cibles. Donc si vous voulez en parler, nous sommes à votre disposition sur notre stand. Donc le stand, c'est le PU65. Donc on sera ravis d'échanger.